Et salut la communauté, alors aujourd'hui petite vidéo sur les lexiques concernant les play to earn. Pourquoi cette vidéo? Alors déjà parce que tout simplement je viens de voir que je vous ai fait pas mal de vidéos sur les play to earn, mais j'avoue que moi m'ayant informé de mon côté, je ne vous avais pas donné la définition des mots, et Dieu sait qu'il y a un lexique spécial pour les play to earn, donc j'ai décidé de commencer une première vidéo sur les lexiques. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre les mots sur lesquels vous avez des doutes ou sur lesquels vous voulez que je vous fasse, que je vous recherche les définitions, etc. Hein, bien évidemment. Là j'ai fait un premier listing de mots, bien évidemment, avec ce que j'ai pu croiser et ce que j'utilise. Bien évidemment, il en existe bien d'autres, et il y en a d'autres sûrement qui vont être créés au vu de l'évolution rapide des play to earn dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, on va commencer par le premier qui est le plus simple, c'est la whitelist. Alors la whitelist, ça représente une liste de personnes qui sont autorisées à participer au lancement d'un jeu, ou d'une initial coin offer, ou tout simplement faire partie d'une liste de personnes en avant-première pour acheter des NFT avant les autres, avant la sortie publique souvent. Donc la whitelist, bon, traduit liste blanche, on va garder un peu l'anglicisme parce que c'est ce que vous allez rencontrer dans les trois quarts du temps, hein. Après vous pouvez traduire les pages, mais des fois ça ne veut pas dire, ça vous permet encore moins de comprendre la définition. Donc voilà, la whitelist souvent arrive au début du développement du jeu, permet de vous faire entrer en avant-première dans un jeu pour pouvoir accéder à la vente de NFT avant la sortie publique, ou de pouvoir participer au lancement du jeu, notamment quand ils font des versions alpha ou bêta, souvent pour être bêta-testeur par exemple, et faire les premiers retours aux développeurs du jeu. Ça permet aussi, et très souvent en arrière-boutique, à l'équipe de développement d'engranger une première somme d'argent, de voir comment répond le marché, si leur communauté répond, si elle est intéressée, et notamment se faire une première somme d'argent pour avancer plus rapidement dans le développement du jeu, et pourquoi pas faire des partenariats. Voilà, ça c'est pour la whitelist. Ensuite nous avons l'airdrop. L'airdrop, c'est un cadeau d'un token. Souvent, c'est un NFT qui est envoyé gratuitement dans les portefeuilles éligibles. Alors des airdrops, ça pour le coup, ça arrive n'importe quand. Par exemple, dans les jeux à long terme, comme Mecha-Chain ou autres, qui prennent un certain nombre d'années, parce que ce sont des gros jeux qui emmènent des métaverses et qui emmènent leur propre monde, en fait, hein, pour garder de la motivation et le dynamisme des groupes, peuvent lancer des airdrops. Alors très souvent, les airdrops sont faits avant le lancement officiel des jeux, pour donner des cadeaux à la communauté, notamment récompenser aussi on va dire les fans ou les followers les plus actifs dans la communauté du jeu. Voilà, donc c'est un cadeau, on appelle ça airdrop. Ça permet de gagner des cadeaux. Alors des fois exclusifs, des fois pas, mais en tout cas ça permet de garder aussi le dynamisme dans la communauté des followers sur un jeu play to earn. Ensuite nous avons l'ICO, donc je vous en ai parlé un peu au départ, Initial Coin Offering. C'est tout simplement une levée de fonds en crypto qui permet de récolter également une grosse somme. Là pour le coup c'est une grosse somme, c'est le terme officiel pour l'équipe de dev, l'équipe de développement, pour récolter une grosse somme. Bien évidemment, permet de confirmer les gens qui étaient par exemple inscrits en whitelist, s'ils ont bien répondu à l'ICO, de pouvoir aussi les relancer pour pourquoi pas essayer d'avoir le 100% de la whitelist qui investit dans le jeu. Voilà, c'est la première, normalement ils disent initial parce que c'est la première levée de fonds publique, et c'est le terme, on va dire, officiel pour communiquer aux followers que l'équipe de dev fait une première levée de fonds pour le développement du jeu. Ensuite nous avons l'IDO, l'Initial Dex Offering. Alors c'est aussi une levée de fonds, mais c'est dans un autre cadre. Là c'est très souvent c'est pour la mise en place sur le marché d'un jeton. Alors l'IDO passe souvent par
par le listing, alors, si on peut appeler ça le listing, mais c'est pour la mise en place d'un jeton qui sera vendu à travers des plateformes d'exchange décentralisées. Je vous ai mis un exemple, c'est PancakeSwap. Voilà, c'est une autre une alternative pardon, à l'ICO, sauf que là c'est plus pour la création du jeton et le lister sur les plateformes d'exchange décentralisées comme PancakeSwap. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse parce que vous ne les comprenez pas ou que pour vous c'est trop abstrait ce que je vous dis. N'hésitez pas, cette vidéo elle est vraiment faite pour vous donner les définitions des lexiques. Il ne faudra pas hésiter à y revenir dessus quand vous rencontrerez ces mots dans les différentes phases d'un play to earn. Après le Launchpad, alors Launchpad ce sont des plateformes qui vous permettent de pouvoir investir dans les levées de fonds, donc comme je l'ai marqué, IDO ou ICO, à travers, on va dire, des fois une sorte de gamification. Par exemple, dans les Launchpad, il peut y avoir une loterie pour emmener un peu le suspense, pour faire suivre un peu la communauté sur le jeu et avoir cette gamification un peu comme la loterie, quoi. Donc il y a la loterie, il y a différents systèmes comme j'ai marqué, une allocation, donc là pour le coup, alors très souvent dans la tokenomics vous verrez marqué Launchpad, hein, il y a une partie pour le Launchpad, il y a une partie pour l'ICO. La tokenomics c'est on va dire le camembert, hein, la part en pourcentage de comment est alloué la distribution des fonds, enfin le partage des fonds, ainsi que le partage des tokens. Donc voilà, pour en revenir au Launchpad, il y a différents systèmes. L'aspect loterie classique avec le tirage au sort, une allocation souvent qui est pensée dès le départ, dès le développement d'un jeu par l'équipe de dev et qui est notée dans le white paper, la tokenomics, à travers la tokenomics, pardon. Et après, il y a un autre système qui est le principe du premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire que dès qu'ils ouvrent, bam, il faut participer à la levée de fonds pour entrer dans le jeu, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Le white paper, je ne l'ai pas encore marqué, peut-être que je le marquerai après, c'est la référence, c'est le document de référence qu'il faut lire pour comprendre le jeu, et comme je vous dis à chaque fois, c'est le document qu'il faut absolument prendre connaissance pour comprendre le jeu et savoir dans quoi vous allez investir. Hein. Je vous laisserai aller voir ma vidéo là-dessus. Il n'y a pas de problème, vous expliquant un peu comment choisir un play to earn. Alors là, il n'y avait rien. Alors attendez, parce que, hop, là je mets en blanc. Pourquoi je ne retrouve plus? Donc j'avais rien. Ok. Ensuite l'AMA. L'AMA, en anglais, ça veut dire Ask me anything, qui signifie demandez-moi ce que vous voulez. Alors souvent l'AMA, c'est pas compliqué, c'est une sorte de réunion qui est organisée par des équipes de dev, sur lesquelles des fois souvent en amont, on demande à la communauté de leur poser n'importe quelle question. Ils en sélectionnent une partie. Alors des fois ils le font aussi en live, hein, les AMA en direct, ça dépend les moyens, les supports de com qu'ils utilisent. Mais l'AMA c'est vraiment pour être transparent et honnête envers la communauté et répondre à leurs différentes questions et leurs différents doutes, parce que comme vous savez, le monde de Play to Earn c'est une alternative d'investissement, comme je vous le dis, mais qui est quand même assez risqué. Il y a de nombreux cas, je ne sais pas si un jour je vous ferai une vidéo sur mes investissements, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous voulez, qui sont des scams, hein, ce qu'on appelle des scams, c'est-à-dire que les mecs ils créent un jeu, ils vous font rentrer dedans, ils commencent à créer le truc et le jeu n'est pas viable ou ils ont mal pensé la chose. Je pense à différents jeux. Qui font que vers la fin, le jeu c'est alors quand on dit que c'est un scam, c'est que le jeu, les gens ils ont créé une pseudo-page, ils ont fait un white paper, ils récoltent l'argent et ils se barrent avec, c'est-à-dire qu'ils ne créent jamais le jeu, ou malheureusement le jeu meurt parce que l'économie du jeu a été mal pensée et donc n'est pas viable dans le temps. C'est pour ça que des fois, dans la création d'un jeu, il n'est pas plus mal que les développeurs mettent un peu de temps. Alors bien évidemment, la communauté, ils sont toujours impatients, mais quand je vois des fois des commentaires sur certaines communautés de jeux en disant
qu'est-ce que vous faites, vous ne donnez pas d'infos, etc., etc. Enfin, par exemple, je pense à WinCity. Alors, WinCity, n'hésitez pas à aller voir les vidéos dessus. On ne peut pas appeler ça un play to earn. Hein, ils vont emmener la gamification au fur et à mesure, mais c'est surtout l'achat d'immobilier à travers des NFT. Ils communiquent moins que certains play to earn. Par contre, c'est une équipe derrière qui voit sur le long terme, parce qu'on est dans l'immobilier. Donc l'immobilier a un certain délai, beaucoup plus long. Malgré tout, le physique, c'est de l'immobilier physique qu'on achète à travers des partages en NFT, des parts en NFT, pardon. Donc c'est beaucoup plus long et donc ils communiquent au fur et à mesure. Il y a et bien évidemment, il y a les aléas qui viennent avec le marché immobilier. Donc quand les gens quand je vois beaucoup de commentaires négatifs vis-à-vis de l'équipe de dev, soyez pas impatients. Ça, c'est le problème de l'instantanéité et du problème actuel, c'est que les gens veulent gagner vite, sans faire trop d'efforts, de l'argent et ils vont croire qu'ils vont devenir riches. Sachez que les play to earn, comme je vous le redis, c'est une alternative d'investissement, mais c'est une alternative qui est risquée. Voilà, il peut avoir des scams, et aussi il y a des jeux, et des fois c'est bon signe quand l'équipe de dev prend un peu de temps à construire le jeu, ça veut dire qu'ils réfléchissent sur le moyen long terme parce qu'ils veulent faire vivre leur jeu. Voilà, ça c'était ma petite phrase sur les investissements. Ensuite, il y a le mint. Alors le mint, c'est tout simplement la création d'un NFT. J'ai marqué la naissance d'un NFT lors de son inscription sur la blockchain. Quand beaucoup de vous allez que ce soit moi ou d'autres personnes sur YouTube, vous avez parlé qui vont minter. Voilà, alors voilà par exemple un mot que si vous mettez, je crois que si vous mettez en traduction, ça fait, ils font menthe. Ça se transforme en menthe, donc ça ne veut plus rien dire. Donc en gros, minter, c'est pas compliqué, c'est la création d'un NFT, la naissance d'un NFT lors de son inscription sur la blockchain. C'est-à-dire que quand on achète un NFT sur un jeu, il va être créé et inscrit sur la blockchain, et ça veut dire mint. C'est le sens du verbe de mint en anglais. Ensuite, nous avons hodl. Alors hodl, c'est une déformation du verbe hold. Alors vous allez le voir surtout dans les communications sur les réseaux sociaux tels que Discord ou Telegram de l'équipe de dev ou des gens qui sont dans ce monde-là. C'est tout simplement, alors j'ai marqué signifiant tenir, mais c'est en fait conserver. Hein. C'est-à-dire que, comme un investissement, moi par exemple, quand j'ai investi dans les jeux, les NFT que j'ai achetés, pour l'instant, j'en ai pas trop revendu parce que moi, quand j'investis dans un jeu, je le vois sur un moyen long terme. Donc je conserve cet actif, je conserve ce NFT, donc je suis un holder. Dans ce cas-là. Et hodl, c'est une déformation souvent utilisée sur les réseaux sociaux liée au play to earn et au monde de la crypto pour dire qu'on conserve un actif. Voilà. Ensuite, nous avons whale et baleine. Alors whale, baleine. Voilà. Par exemple, si on vous prend le truc en français, vous n'allez pas comprendre. En fait, les whales, c'est des personnes. Whale, les baleines, comme on dit, c'est une expression pour désigner les personnes qui possèdent une grande quantité de crypto-monnaies ou de NFT. On appelle ça les gens, les baleines comme on les appelle, sont des gens qui possèdent tellement des fois de NFT ou de tokens que par leur vente ou souvent par leur vente, hein, on va dire dans le cas des play to earn, parce qu'il y a un bump initial par l'émulation et on va dire le côté marketing et com quand il y a un jeu qui est créé. Donc les baleines arrivent, si le projet les intéresse, achètent énormément d'actifs, de tokens du jeu, et derrière, par exemple, ces gens-là, possédant énormément de tokens, oui, s'ils en vendent une grosse partie, à eux seuls, ils peuvent faire bouger la courbe de la valeur du token. Et c'est souvent ce qu'on voit dans les tokens des jeux, notamment quand il y a une perte de dynamisme parce qu'à un moment donné, il y a un blocage, parce qu'à un moment donné, les développeurs ils ont pris trop de retard sur la roadmap, sur leur feuille de route du nouveau développement, que ça agace ces gens-là, quand ils s'amusent à vendre beaucoup de tokens du jeu pour montrer leur désaccord, je peux vous dire que ça fait un sacré creux, une sacrée chute de la valeur du token. C'est pour ça qu'on appelle ça des baleines. Les baleines sont tout simplement des gens qui ont énormément une quantité énorme de crypto, de tokens, notamment dans le play to earn ou de NFT. Voilà. Ensuite, nous avons le stacking. Alors, le stacking, j'ai fait quelques vidéos dessus. Pareil, c'est une alternative. Alors,
Nous avons, alors on va faire la référence avec un petit peu la crypto-monnaie. Nous avons les crypto proof of work et les crypto proof of stake. Les crypto proof of work, on est dans c'est celles qu'on va miner, c'est-à-dire que par exemple, un peu comme dans DeFi Mining, les gens réellement vont créer un rig, c'est-à-dire un matériel à base de composants informatiques, souvent, qui vont tourner 24 heures sur 24 et qui vont miner la crypto et qui, en fait, leur but c'est de sécuriser la chaîne, les opérations qui sont faites sur la blockchain en résolvant des algorithmes. Voilà. Et quand il résout l'algorithme, eh ben, il touche une récompense qui est partagée entre tous les mineurs. Qui ont permis la validation de la transaction. Voilà, ça c'est proof of work, c'est du mining. L'autre alternative, c'est le stacking, proof of stake, donc pour certaines cryptos et certaines blockchains. Elle est moins gourmande parce que tout simplement, elle ne demande pas d'avoir un rig physique, d'avoir un ordinateur qui tourne 24 heures sur 24 physiquement chez soi. Il suffit tout simplement d'investir et de détenir des fonds dans un portefeuille qui va permettre la même chose. Le stacking, vous pouvez le trouver dans beaucoup d'applications, tels que Celsius, tels que Nexo. Je vous laisserai aller regarder mes vidéos là-dessus, il en existe beaucoup. Et là, pour le coup, on reçoit des rewards, pareil, on reçoit des rewards, le fait de stacker, c'est-à-dire de conserver ces crypto-monnaies, mais on participe également, de manière moins gourmande en énergie, à sécuriser les opérations qui se passent sur une blockchain. Voilà, il y a mining et stacking. Ensuite, nous avons le farming. Alors, le farming, tout simplement, le farming, c'est la génération de revenus passifs, comme je marque, à partir de cryptoactifs que l'on est prêt à immobiliser sur une plateforme. Typiquement, le farming, on peut le confondre avec le stacking de temps en temps. Le farming, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Par exemple, sur Binance. Ouais, je pense que sur Binance, c'est dur farming. J'ai fait une vidéo là-dessus, Binance épargne. Le fait d'immobiliser les cryptos, sur cette vidéo, je vous expliquais qu'on pouvait immobiliser des cryptos qui dorment sur votre portefeuille pour les faire travailler, même quand elles dorment sur votre portefeuille et qu'elles ne sont pas utilisées. Voilà. Le fait de faire ça, vous farmez et vous gagnez des revenus passifs. Sur Binance, qui plus est, ils sont cumulables. C'est-à-dire qu'on peut cumuler sur les intérêts composés gagnés. Donc voilà, ça c'est le farming. Ensuite, nous avons le yield farming. Alors, le yield farming, c'est un petit peu plus particulier. Il peut s'appeler aussi le stacking. C'est, comment dire, comment je peux pour l'expliquer pour un exemple, liquidité. Je marque, en fait, on ajoute de la liquidité à une plateforme et on gagne en retour des récompenses sous forme d'intérêt. Par exemple, les pools de liquidité, les LP, permettent de faire ça, c'est-à-dire qu'on investit dans un pool de liquidité et en investissant dans ce pool de liquidité, on gagne des intérêts composés. Ce procédé, par exemple, vous pouvez le trouver dans le jeu comme DeFi Kingdom, qui est un monde à lui tout seul, où dedans vous pouvez gagner différents revenus par la pool de liquidité, vous permet de farmer par du stacking, par de l'exchange en tradant. Je vous laisserai aller vous renseigner. Moi, je ne suis pas rentré dedans dans DeFi Kingdom, tout simplement parce que j'utilise d'autres moyens. En fait, les différents moyens que je vous donne pour gagner des revenus, ça correspond souvent à votre profil d'investisseur. Donc moi, je suis plutôt un holder et je travaille sur du moyen long terme. Enfin, pour moi, le crypto et les play to earn, j'investis dedans comme quand j'investis en bourse, donc je ne regarde pas à court terme. J'ai plutôt une facilité à combattre mes émotions par rapport au mouvement des tokens, etc. Bien évidemment, je me renseigne des cours, etc. Je regarde de temps en temps, mais j'arrive assez bien à lutter contre mes émotions pour ne pas vendre trop tôt et attendre tout simplement que la crypto remonte et que je vende et que quand j'ai envie de vendre, je fasse une plus-value dessus. Bon, après, quand on rentre dans le stacking et dans le farming, il faut garder un peu plus longtemps. L'objectif, c'est de faire travailler une épargne alternative, si on peut appeler ça comme ça.
Après le scholarship, alors le scholarship tout simplement, comme je marque, c'est une mécanique de prêt-emprunt entre un investisseur et un nouvel utilisateur. Par exemple, ça on peut le voir à travers Bomb Crypto et MooMonster. Alors MooMonster que je ferai un interview avec un joueur bien plus avancé que moi par exemple, qui nous expliquera ça de manière par exemple plus précise. Le scholarship c'est pas compliqué, c'est un joueur avancé qui va prêter ces NFT pour qu'un joueur novice découvre le jeu, puisse se familiariser avec et avec un accord commun de gains partagés. Par exemple, ce qui se fait souvent en scholarship que je vois actuellement, c'est que le joueur avancé prête ses NFT au novice et le novice gagne 70% des revenus et le joueur avancé gagne 30%. Bon, des fois c'est 80, enfin voilà, c'est un accord entre eux, en gros, entre le joueur avancé qui n'a pas le temps ou qui joue à tellement de jeux qu'il n'arrive plus à gérer tous ses comptes. Le scholarship permet de se décharger et de faire jouer un joueur novice. Alors le joueur novice, il a double gain, c'est-à-dire qu'à la fois il découvre le jeu et ça lui permet ou de rentrer après dedans par les gains, ou d'en sortir parce que ça n'intéresse plus, et en même temps il gagne des gains en n'ayant rien investi au départ, voilà, en n'ayant pas investi au départ. Donc voilà, c'est l'histoire de scholarship. Je ne peux pas expliquer mieux, hein, c'est le fait de prêter ces NFT pour faire découvrir le jeu à un nouvel utilisateur et que les deux gagnent des gains. Voilà. Je crois que nous sommes arrivés au bout de ma première vidéo, puisque je n'en vois pas d'autres. Oui, nous sommes arrivés au bout de la première vidéo, qui est la première vidéo de Lexic Play to Earn. Alors bien évidemment, n'hésitez pas à me demander, à mettre en commentaire si dans le monde de la crypto, hein, je vais aller un peu plus large, si dans le monde de la crypto, vous désirez que je fasse d'autres vidéos sur les définitions. N'hésitez pas n'hésitez pas, chère communauté, à me compléter s'il y a des définitions pour vous sur lesquelles je n'ai pas suffisamment détaillé les choses. Me permettra de les rappeler dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis complètement ouvert à la connaissance de tout le monde et surtout, comme j'aime bien la formation continue, on apprend tous les jours, même à travers ces échanges. Cette vidéo est aussi là pour vous faire réagir, vous intéresser et puis pour vous initier au monde, là pour le coup des Play to Earn et surtout vous permettre de toujours mieux comprendre dans quoi vous allez investir et dans quel jeu vous allez investir. Voilà. Et les moyens que vous avez, bien évidemment, de gagner des revenus, parce que c'est quand même pour ça qu'on joue au Play to Earn à un moment donné. Au-delà du plaisir du jeu, c'est quand même l'envie de gagner ses revenus et d'avoir un retour sur investissement assez rapide, ou pas, mais en tout cas de rembourser notre mise de départ dans les Play to Earn. C'est pour ça que des fois, alterner avec des free-to-play, des free-to-play, pardon, c'est très intéressant. Par exemple, moi, mon alternative en free-to-play, c'est Rollercoin, où j'ai fait plusieurs vidéos, où justement, il y a des saisons qui vous permettent de gagner des mineurs de manière gratuite, en jouant à des petits jeux. Voilà. Donc, je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.